Il y a un choix qui se fait un peu, en fait, c'est un choix contrarié. Parce que, j'adore mon pays, mais on n'est pas aidé, on va dire, par l'économie française ou les gens qui pensent faire l'économie française. Donc c'est un choix contrarié parce qu'on a besoin de notre perso, on sait chez nous, on a besoin de ce savoir-faire, on ne peut pas partir clairement et on ne veut pas partir, il n'y a aucun intérêt pour nous. Mais parfois on se dit, c'est quand même dommage, on est un peu serré par tous ces problèmes économiques, ces taxes, on nous empêche de travailler correctement et on pense qu'on pourrait faire encore mieux. Alors bon, on est un peu français, donc on est révolutionnaire tout le temps, on râle beaucoup, voilà, mais bon, on a l'habitude, donc ça passe, et puis voilà, on continue année après année à produire en France. Et oui, on en est fiers, on a 900 employés, c'est dans une région, oui, on est en plein milieu de la campagne, hein, là, vous pouvez pas faire mieux que ça, c'est le Rhône au fond, vous voyez. Donc on est un gros employeur pour la région, et ouais, il y a quelque chose, je pense qu'on partira jamais, non, c'est sûr. C'est très grand, le bâtiment, ça semble immense. Alors ça semble immense, surtout qu'il en manque, hein. C'est une des dernières photos. Là vous avez la dernière photo aérienne qu'on a. On n'est pas très bon en marketing, on n'a pas fait de photo depuis. À la place du parking, là où vous voyez toutes les voitures, maintenant il y a un bâtiment qui est aussi grand que celui d'à côté, à droite. Et oui, c'est très très grand. Et ça, en fait, c'est un des pôles de production. On en a deux autres comme ça. On en a un qui est réservé à... Ça, c'est que le siège. Donc on fait tout ce qui est siège et tout ce qui est meuble est à Saint-Jean, à 20 minutes de là, et c'est à peu près un tout petit peu plus petit. Voilà. On va regarder un document qui a été fait. Vous avez réussi à filmer, faire un montage qui nous permet de voir le travail. 40 ans après, c'est sur le Togo, c'est sur le savoir-faire. C'est pour ça que j'ai mis ma photo avec les photos, j'en avais pas du Togo. Mais c'est formidable parce qu'on voit vraiment le travail et la finition exceptionnelle et le travail de ces artisans qui sont exceptionnels. Ouais. C'est qu'en anglais. Oui, document américain. Très beau document. Vraiment, je tenais à le présenter parce que le montage, mais moi je trouve ça émouvant de voir ce travail. Oui, Le travail de la main encore. on voit encore le côté humain, oui, parce qu'il y a beaucoup, bien sûr il y a beaucoup de machines, on est obligé d'investir dans les technologies énormément, mais il y a encore beaucoup de travail humain. Et il y a une vraie, enfin,
nos employés ont vraiment un savoir-faire, un respect des produits qui est assez incroyable. Et c'est rare de pouvoir le montrer, donc j'en suis assez content. Oui, et puis de voir, il y a beaucoup de gens qui viennent de la mode, qui assistent à ces conférences, qui sont au festival, et on se rapproche, c'est de la couture, c'est de la haute couture en fait. Ah oui, là, les dernières images de la femme que vous voyez partir avec ses patrons, là, vous êtes chez les prototypistes. C'est une salle où personne n'a le droit de rentrer, qui est cachée dans notre usine. Même ceux qui connaissent bien, généralement, ont du mal à savoir où c'est. Et il y a 10 personnes, c'est les meilleurs des meilleurs. Et c'est là où tout se crée. Et c'est juste incroyable parce que ça arrive avec 2-3 crayons, on fait 2-3 traits, on commence. Et on vient découper sur un tissu, on vient reprendre, on vient remettre de la mousse. Enfin, c'est juste un endroit assez magique. Et c'est là où ça commence à vibrer avant de partir sur tout ce qu'on appelle l'industrialisation et la production. Où là, on fait plus la production en quantité. Une des choses que Ligne Rosée aime beaucoup, c'est travailler avec de jeunes designers, de jeunes créateurs. C'est une de vos approches, c'est de démarrer avec quelqu'un qui est souvent totalement inconnu et de grandir avec lui. Ça aussi, je trouve ça formidable. C'est une vision qui est venue de votre grand-père? C'est une philosophie qui venait de qui s'est développée naturellement? Je pense que c'est une vision qui vient plus de mon oncle que de mon grand-père à l'époque, parce qu'on travaillait avec mon grand-père, on travaillait beaucoup avec des designers in-house, maison, pardon, comme Michel Ducarrois entre autres, ou Annie Hieronymus qui en viendrait éditer un produit. C'est plus mon oncle qui a apporté le côté travailler avec des designers freelance. Et l'aspect jeune, en fait, est arrivé naturellement par le fait qu'on ait ce côté anticonformiste et créatif. Pas que les designers de talent déjà renommés n'aient pas un côté créatif, mais il y a un côté... c'est comme un enfant. Un enfant, il vous dit tout ce qui passe par sa tête, il n'a pas peur de vous heurter ou quoi que ce soit, parce qu'il ne s'en rend pas compte. Là, c'est un peu la même chose avec le jeune designer. Il fait un produit qu'il apprécie parce qu'il a vraiment mis tout son cœur à l'ouvrage sur ses premiers produits. Et il n'y a pas de limite, il ne se dit pas comment on va le produire et ainsi de suite, et c'est là où c'est intéressant. Parce qu'on arrive à travailler avec eux sur le produit nous intéresse, mais voilà, on va essayer de le faire évoluer pour qu'il soit viable, le produit. Et c'est là où ça devient vraiment le côté magique, et c'est pour ça qu'on aime bien travailler avec des jeunes. On va prendre quelques exemples. Vous êtes assis sur un fauteuil de Christian Werner. Voilà. Alors, on a commencé avec Christian il y a des années. C'est le fauteuil sur lequel vous êtes. Voilà, donc ça c'est un produit qu'on a lancé il y a quelques années. Qui est très innovant parce qu'il n'y a pas d'attache sur les coussins qui sont derrière. La première fois où je me suis assis, je me suis dit, est-ce qu'on va vraiment pouvoir avoir des invités confortables, parce que j'avais peur que ce soir, Madame Lise Boitier tombe à la renverse. J'espère pas. Non, ce serait un impair majeur. Mais au contraire, donc c'est vraiment innovateur. Quand on parlait d'innovation et de provoquer et changer, c'est un très très bon exemple. Oui, là on est sur un produit, c'est un designer, en plus Christian Werner, c'est un designer qui vient plus du meuble chez nous, qui a fait beaucoup de meubles auparavant, des collections de meubles. Et ce produit-là, il l'a fait il y a 3 ans, si je ne dis pas de bêtises, 2 ans, 3 ans. Complètement dans l'esprit années 80, pour retrouver un peu le côté la base qui flotte, et ce côté un peu libre. On est vraiment sur un produit esthétiquement années 80, donc qui reviennent en force. Et il y avait cette envie de garder un peu le produit de plateforme, qui était cher aussi à un très grand designer français, Pascal Mourgue, où le produit, où il partait aussi du principe de dire que le produit n'était pas un endroit où on faisait que s'asseoir, mais où on vivait. Et Christian Werner ici a fait un produit où on peut vivre. Vous pouvez vous allonger, vous pouvez dormir, il y en a un qui sont des draps, on le transforme en lit. Vous pouvez vous faire juste une sieste avec un des coussins, vous pouvez mettre les coussins par terre si vous voulez regarder la télé à nombreux. Vous pouvez faire une discussion, il y en a dans un sens, un autre. On peut vraiment faire ce qu'on veut et on n'est pas guidé par le design lui-même du produit. On prend vraiment toute la notion du produit une fois qu'on l'a chez soi et qu'on en fait ce qu'on veut. Une exception dans la règle des jeunes créateurs, c'est Pierre Paulin, et je tenais absolument à en parler parce qu'on dit que c'est le Philippe Starck de son époque, qu'il est le designer le plus connu de sa génération. Il y a une grande exposition en ce moment qui est formidable au centre Georges Pompidou, que j'ai eu le bonheur de voir cet été, et c'est un designer absolument incroyable. Parlez-nous un peu de lui et de cette relation avec Ligne Rosée. Alors Pierre, oui, c'est Pierre Paulin, c'est vraiment
c'est vraiment, on va dire, l'exception, on est français, hein, l'exception française, il y a toujours une petite exception en grammaire, tout ça. Donc l'exception de la règle, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs années maintenant, mon oncle est venu un jour nous voir, donc quand je dis nous, c'est la direction générale, en disant qu'est-ce que vous pensez, il y a Pierre Pelin qui est venu, qui m'a approché, j'ai eu la chance de discuter un peu avec lui, il serait peut-être intéressé de travailler avec nous, qu'est-ce que vous en pensez? Et on se regardait tous en disant, bah, quand même, c'est Pierre Pelin, donc c'est... Il était déjà très connu à ce moment-là. Ah bah oui, c'était déjà parmi il y a 10 ans, même pas, il y a 8 ans. Et, mais avec l'idée, on avait quand même en tête en disant, bah, c'est Pierre Pelin, mais il est ultra connu, enfin, c'est Artifort, entre autres, en Europe, voilà, ça passe... Et on se disait, bon, est-ce que vraiment, est-ce qu'on va dans l'ADN, continuer dans l'ADN, ou est-ce qu'on fait cette exception, qui a été, je pense, la plus belle exception qu'on ait pu faire, et travailler avec Pierre Pelin, donc, comme vous le constatez, puisque le fauteuil Pumpkin en est la preuve, on a travaillé, on a fait l'exception, et des années de travail avec Pierre superbes, avant qu'il nous quitte, où il nous a offert ses archives. Donc on a travaillé en premier avec Pumpkin, donc il y a une édition d'un produit qu'il avait dessiné pour l'Élysée. La posture et la Pompidou. Oui, en fait pour l'Élysée qui était... Ça c'est Claude Pompidou, alors là il faut remercier les femmes, toujours les femmes, beaucoup plus en avance que les hommes. Claude Pompidou avait quand même un goût du design très prononcé dans les années 70 et donc avait fait dessiner à Pierre Pelin pour l'Élysée toute une collection. Qui était très audacieux dans un lieu qui est extrêmement classique. Je vous conseille tous d'aller pouvoir taper Élysée, Claude Pompidou, Pierre Pelin, vous verrez les images. Oui. Ça ressemble à aucun autre endroit et se dire qu'on était dans les années 70, c'était assez remarquable. Et donc on a édité pour la première fois, parce que ça avait été fait que par les ateliers nationaux pour l'Élysée. Et on a édité, donc après on a redessiné, quoi. Pierre Pelin a retouché un petit peu pour le mettre au goût du jour, le Pumpkin. Et voilà, c'était vraiment le premier produit. Et puis maintenant on en a 15-20 à la collection, aussi bien des années 50, donc réédition, on a vu passer la chaise TV et le bureau tennis, que des éditions nouvelles, même là c'est magnifique, ça c'est 80, on est en plein Memphis Movement, c'est 82, Curule, et c'est assez incroyable, les Antigone, des pièces assez magnifiques de Pierre Pelin. Qui pourraient être créées aujourd'hui, en fait. Qui n'ont pas d'époque. Non, qui n'ont pas d'époque. Et Pierre Pelin, c'est vraiment le plus grand français, ou c'était le plus grand designer français. J'imagine qu'il y a des amitiés qui naissent de ces collaborations, des échanges qui deviennent... Parce que vous êtes quand même une entreprise qui joue sur l'émotion et l'échange et la discussion, donc j'imagine qu'il y a une amitié à travers ça. Très grande amitié, la plupart du temps on s'entend très bien avec nos designers, très souvent. Alors on garde une relation professionnelle aussi, mais avec Pierre Pelin ça a été une très belle histoire. On a gardé, on conserve cette histoire grâce à sa femme Maya et son fils Benjamin, qui était à New York il y a quelques semaines, avec qui j'ai passé une très bonne soirée. On continue de vouloir exploiter justement la richesse du design de Pelin dans les années 50, 60, 70 et pouvoir la partager avec tout le monde, ou du moins essayer. Mais il y a une très belle histoire. Pascal Bourg, j'en ai parlé tout à l'heure, était un très bon ami de la famille. Didier Gomez, qu'on connaît depuis maintenant plus de 20 ans. Et ce sont des amis. La relation, elle est au-delà du côté professionnel. Autre célébrité à laquelle je tenais presque de rendre hommage, parce que et on écrit le nom à l'écran parce que des fois en le prononçant, ils sont bretons. D'origine, ces deux frères. Et ce sont les stars du design depuis déjà quelques années quand même. Mais là, encore une fois, il y a une exposition de leur travail en ce moment dans la ville de Rennes, en Bretagne. Cette région, ils sont retournés pour rendre hommage d'une certaine façon à leur région. L'expo va durer jusqu'à l'automne, je crois. Mais vraiment de grands créateurs. Et ça, comment est née cette relation avec eux? Alors là, j'étais petit, parce que j'étais encore étudiant quand ça a commencé. Vous êtes très jeune. Non, on a commencé avec... avant même que Erwan et Ronan travaillent ensemble, on travaillait avec Ronan. On a fait tout premier produit. C'était avec Ronan Bourrelec uniquement, c'était des petits pots pour cactus, 3 petits pots cactus coulés dans l'aluminium, assez magnifiques, qui n'ont pas eu un succès commercial énorme, je crois, mais qui étaient assez beaux. Donc c'était dans les années 96, 95, 96 ou quelque chose de 97. Et puis après, les deux frères sont mis à travailler ensemble, donc c'était en collaboration Erwan et Ronan Bourrelec.
Et on a commencé avec le produit outdoor. Et c'est là où c'est merveilleux, parce que Rosette, vous allez voir, on est très très fort en marketing. Ce produit n'est pas fait pour l'extérieur. Et oui. Et il n'y a que nous qui pouvons faire un truc pareil, c'est l'appeler outdoor, faire une photo de dehors, mais il ne va pas dehors. Voilà. Là c'est une fausse photo, là si on le laisse comme ça, il rouille. Dans les très beaux climats. C'est un magnifique produit qu'on a fait avec les Bourlec. Et c'est un produit, et là je reviens sur la relation produit et humain. C'est un produit qu'on a gardé très très longtemps à la collection, parce que c'est un des produits qu'on préférait. Vraiment en termes de dessin et de qualité, c'était assez remarquable. Et on le gardait à la collection, alors même qu'on ne le vendait pas du tout. Si on en vendait 2 par an à la fin, c'était le maximum. Et on le gardait quand même à la collection, parce qu'on trouvait que ça représentait tellement ce qu'on aimait faire, que c'était dommage de l'effacer des tablettes. Alors aujourd'hui c'est fait, mais il est resté très très longtemps, alors que bon, c'était vraiment pas un best-seller. Ça aussi c'est intéressant ce qu'ils ont fait. Facette, magnifique. Oui. Ouais. Collaboration entre le savoir-faire d'une entreprise et 2 grands designers. Ils visitent l'entreprise, je la fais raconter l'histoire très rapidement. Ils visitent l'entreprise, ils voient une machine digitale, une des premières machines digitales à coudre, donc qui était une énorme machine qui permet de coudre des grandes surfaces très vite. Et ils s'arrêtent, ils disent ok, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est incroyable, on n'avait jamais vu ça, il faut qu'on fasse quelque chose. Facette est née, il y a plusieurs kilomètres de fil dans le Facette. Une couturière, je pense, toute seule à coudre ça, je pense que je lui donne une journée, après elle s'en va, elle quitte, elle va faire autre chose, du jardinage. Donc là, c'est obligatoirement, il faut avoir des machines, donc un savoir-faire sur la machine, très complexe à programmer et à coudre, et produit absolument remarquable au niveau de la structure, de la recherche. Il y a une tenue quand il y a une tenue qui est... dans ce fauteuil, voilà. Si on aime être assis un peu droit, c'est-à-dire moins allongé, mais droit, c'est un des fauteuils les plus confortables que je connaisse. Et ils sont capables de faire des trucs dans la droiture et des trucs qui, voilà. Au contraire, où là c'est un confort. Ça, pareil, là on note la relation entre... c'est là où on voit que c'est un métier humain. La relation entre Michel et les Bourlec. Ploum, il est né d'une conversation avec mon oncle Michel, où Michel leur dit écoutez, ça serait bien, ça serait super quand même pour retravailler un petit peu ensemble. Voilà, tout le monde était intéressé, et il leur dit j'ai rien à vous dire, hein, le seul mot d'ordre, confort. Ils sont avec Ploum. Je pense que j'ai pas vraiment honte de le dire, j'essaie de rester humble, mais on a sûrement le canapé le plus confortable au monde avec celui-là. En fait, il est tellement confortable, je le voulais pour les conférences, mais j'ai été très inquiet que mes invités voilà, c'est pour la maison. Voilà, il est confortable pour la maison. On ne peut pas le mettre, ça ne va pas pour tous les staging. Il est merveilleux, mais